Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Stade Afrique, bienvenue dans Sport Palabre. Alors, qui n'a pas un jour rêvé de se voir sur la plus haute marche du podium, la médaille d'or olympique autour du cou, la larme à l'œil en remerciant avec des trémolos dans la voix ses parents, ses amis, tous ceux qu'on aime? Qui n'a pas rêvé d'être le capitaine de l'équipe championne du monde, soulevant la coupe dans un stade en folie, rempli de 80 000 personnes? Tout le monde en a rêvé, et moi le premier. Mais qui a déjà rêvé de passer des heures et des heures seul dans un gymnase, sur un tatami, à l'extérieur, en hiver, sur une piste verglacée, dans le froid, sous la pluie, à s'entraîner et à répéter encore les mêmes gestes? Vous, je sais pas, moi en tout cas c'est certain, non. Et c'est peut-être ce qui fait que je ne suis pas un champion. Croyez-vous sérieusement que l'on peut être le meilleur sans ces sacrifices, ces efforts, cette volonté hors du commun qui fait l'essence même des champions? Mais il faut savoir une chose, c'est que, à la différence de vous et de moi, ils ont une arme secrète. Ils ont un entraîneur. Vous ne me croyez pas? Eh bien, on en parle tout de suite, juste après ça. Entraînement, entraîneur, coach sportif, préparation physique, tout ça, ne serait-ce pas la face cachée des plus grands champions? Alors pour parler de ça, j'ai la chance d'avoir des anciens champions, des entraîneurs. En tout cas, on va commencer par Karim Souchu. Bonjour Karim. Bonjour. Ça fait plaisir de vous revoir, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Ça fait longtemps, oui. Hein? Vous êtes toujours bienvenu, vous le savez. Karim, ex-basketteur international, désormais sélectionneur de l'équipe de France de 3-3. Donc on verra l'aspect collectif de l'entraînement. Sarah Loco. Bonjour. Bonjour Sarah, championne du monde par équipe en 2011. Oui. Vous êtes toujours dans la compétition, donc oui. Vous, l'entraînement, vous savez encore ce que ça veut dire. On est d'accord? Rookie Néné, créatrice Afromo Fit, danseuse. Oui. Donc on abordera l'entraînement, la préparation d'une autre manière, puisque c'est pas forcément pour de la compétition, mais c'est pour le corps et la tête certainement. Et Nicolas Haute, que je reçois pour la première fois. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurent. Nicolas, vous êtes un ancien combattant MMA, on peut dire. Et maintenant, vous êtes le préparateur physique de la MMA Factory et vous avez créé la Smart Fight. C'est ça. Donc là, vous êtes, vous, le spécialiste, on va dire un peu par rapport à mes autres invités. Vous connaissez et maîtrisez totalement l'aspect de l'entraînement, de la préparation, du coaching. D'ailleurs, est-ce que entraîneur, préparateur physique, coach, c'est la même chose? Alors, pendant longtemps, l'entraîneur, le préparateur physique, le coach, c'était une seule casquette. Hein, l'entraîneur, il faisait tout. Il faisait la préparation mentale, il faisait la préparation physique, il faisait la planification, il faisait l'aspect technique, etc. Ces dernières années, avec l'augmentation des moyens, on a réussi à diviser ce travail, à hyper spécialiser la préparation physique, la préparation mentale. Et donc, on a des métiers qui se sont créés avec un vrai staff autour de l'entraîneur qu'on appelle maintenant le head coach, l'entraîneur principal. Et encore une nouvelle classification. Une sorte de nouvelle casquette qui dirige tout le staff, qui peut être un staff médical, le kiné, qui peut être aussi le préparateur mental, le préparateur physique, et tout ce qui permet l'éclosion de la haute performance. Mais après, je vais voir la définition de l'entraînement, parce que vous avez parlé de l'aspect physique, la préparation, j'imagine qu'il y a de la stratégie, il y a la tête. Mais quand on parle, il faut que tu t'entraînes, on parle de quoi? On parle de s'entraîner à préparer un événement. Donc l'entraînement, c'est se préparer à le jour J, le jour de la compétition, être performant dans les conditions de la compétition. D'accord. Karim, vous, sur ce que dit Nicolas, ça vous parle parce que vous êtes donc à la tête d'un groupe. Vous avez combien dans le 3-3, c'est des équipes de combien en fait? De 3 forcément, mais... Une équipe de 4 avec le remplaçant, mais bon, il y a beaucoup plus que ça. Le groupe est assez étoffé. Et là où je le rejoins, c'est que c'est vraiment une planification. Avant, il y avait un coach qui faisait tout. Maintenant, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment être très spécifique pour pouvoir amener justement nos athlètes le jour J à être dans la meilleure forme possible. Mais avant quoi? Avant, il y a eu... Moi, je pense à des sportifs comme Carl Lewis, des Jesse Owen, des immenses champions. Avant quoi? Ça ne les a pas empêchés à l'époque de faire des performances exceptionnelles? Je pense que c'était déjà des athlètes hors du commun à l'époque. Ils avaient peut-être 10-15 ans d'avance sur leur discipline. Et après, on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être staffer, comme on a dit tout à l'heure, pour justement atteindre ces niveaux-là. Donc là, Sarah, on parle de l'aspect collectif. Vous, dans votre pratique, c'est la même chose.
Vous avez vu, alors on va pas être désobligeant, vous n'êtes pas au début de votre carrière, vous êtes, on va dire que vous êtes plutôt un milieu avancé. Voilà. Vous avez vu cette évolution ? Vous avez commencé avec un entraîneur et comment ça... Parce que moi j'ai commencé en équipe de France à l'époque, on n'avait pas préparateur physique, tout ça, spécialité. Il n'y avait pas d'entraîneur, vraiment il n'y en avait qu'un seul pour tout le monde. Et cet entraîneur-là, comme disait Nicolas, il faisait tout. La planif, musculation, cardio, c'est lui qui faisait tout. Entraînement technique. Et maintenant, avec les moyens financiers aussi, avec l'évolution de notre sport, des sports en général, on a vu qu'il fallait vraiment différencier chaque rôle en fait. Et est-ce que ça a eu véritablement une incidence sur les résultats selon vous ? Oui, moi ça m'a beaucoup aidé parce que moi j'ai vraiment fait en sorte de travailler différemment. J'ai eu vraiment aussi une formation au niveau haltérophilie parce que moi j'ai un judo assez explosif et donc j'ai pris des cours particuliers aussi d'haltérophilie à l'époque à l'INSEP avec un entraîneur national d'haltérophilie qui m'a vraiment fait bosser les mouvements complets de façon détaillée. Ça m'a beaucoup aidé dans mon judo. Enfin, là vous êtes en train de me dire que grâce à ce staff, on a vu quelques-uns de vos points faibles et on a accentué... On a réussi, ouais, voilà. Ils ont mis en place justement un suivi en haltérophilie avec c'est le staff national justement qui a décidé cela, de mettre en relation avec un haltérophile en compétition et un entraîneur en fait. Rocky, vous, dans votre univers, parce que vous faites votre activité n'est pas dédiée à la compétition, à moins qu'on veuille faire un concours de danse, mais pour le coup, l'entraînement, il est impératif aussi. Il est important, il faut être rigoureux parce que bien évidemment, il n'y a pas de résultat sans travail. Donc que ce soit en fitness ou en danse, on est obligé de toute façon de s'entraîner en fait parce que sinon on perd ses acquis, on perd de la force physique, on perd du cardio. Donc quoi qu'il en soit, on s'entraîne différemment. Mais par exemple, si les petites à qui je donne les cours et que j'entraîne, si elles ont une représentation ou un spectacle ou un concours de danse, là je vais être un petit peu plus à cheval derrière elles, c'est-à-dire je vais être plus demandeuse dans l'effort. C'est-à-dire qu'elles vont devoir plus s'entraîner, on va sortir de la zone de confort en fait. C'est-à-dire que si on fait 2 entraînements par semaine d'habitude, je vais les faire répéter peut-être 5, 6 ou 7 fois, jusqu'à, on va dire, épuisement. Voilà, exactement, mais c'est ça. Mais en fait, Nicolas, par rapport à ce que Rocky est en train de dire, on a le sentiment, pour des gens comme moi, qui, l'entraînement, c'est... on n'en fait pas, quoi. C'est-à-dire, on va courir, on ne s'entraîne pas avant, c'est parce qu'on va courir, ça suffit, l'entraînement, il est dans l'activité. On a l'impression que la réussite, le résultat, pour y arriver, il faut souffrir. No pain, no gain. Ouais. Mais il y a un côté masochiste là-dedans. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de résultat. On ne peut pas apprécier sa pratique sans être obligé de souffrir. C'est assez drôle, c'est un sujet qui a été beaucoup étudié. La question de savoir est-ce que dans les sports à haute concurrence, que ce soit le sport d'ailleurs même, ou la musique, ou la danse, ou l'art, etc. Et on a essayé de savoir est-ce que ceux qui performaient le mieux, est-ce qu'ils prenaient beaucoup de plaisir à s'entraîner ou est-ce qu'ils prenaient beaucoup de plaisir à performer ? Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que pendant l'entraînement, pour progresser, il faut sortir de cette zone de confort et au final, on ne prend pas forcément beaucoup de plaisir pendant l'entraînement. Par contre, le jour de la compétition, quand on performe et qu'on arrive à faire quelque chose, une performance, quelque chose de mieux que ce qu'on avait réussi à faire jusque-là, et ben là on prend beaucoup de plaisir à voir qu'on a progressé en fait. Et donc le plaisir il passe plus dans le progrès que dans ce moment de travail où bien sûr il y a un échange, il y a du plaisir aussi, mais sortir de cette zone de confort c'est pas toujours quelque chose d'évident et donc il faut se pousser et donc ça demande des efforts particuliers. Alors, j'imagine en plus que ça dépend des personnes et des personnalités. D'ailleurs, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un sujet d'Azine Yayaoui qui est revenu justement sur les sportifs. Non, après, on verra celui sur les entraîneurs, mais là, on va regarder celui sur les sportifs. Et il y en a certains, on pourrait croire qu'ils sont au top et qu'ils ne s'entraînent pas, et c'est pas complètement vrai. On regarde ça tout de suite. Ronaldinho, Lionel Messi, Michael Jordan, Usain Bolt, Roger Federer, tous ces grands noms du sport ont un point en commun, ils ont toujours paru largement au-dessus de leurs adversaires sur les pelouses, les pistes et les parquets qu'ils ont foulés. À l'aise techniquement, peu importe les situations, nombre de ces champions ont aussi la réputation de ne pas avoir eu à travailler aussi dur que les autres pour arriver là où ils sont parvenus. De l'ancien meneur de jeu de la Seleção, véritable génie du ballon rond qui pouvait sortir en boîte de nuit la veille d'un match et être étincelant sur le terrain le lendemain, au sprinter jamaïcain qui se permettait des petites frasques nocturnes en
plein Jeux Olympiques. Certains sportifs ont eu en effet une hygiène de vie éloignée des standards habituels des athlètes de haut niveau. Mais si ces petites péripéties peuvent laisser paraître un certain laisser-aller de la part de ces champions, il ne faut pas oublier qu'ils ont aussi passé de longues heures à s'entraîner. Qu'ils soient génétiquement prédisposés ou non à devenir des champions, ces grands noms du sport n'auraient à coup sûr jamais connu de tels succès sans le travail qu'ils ont fourni. Par exemple, le footballeur portugais Cristiano Ronaldo, considéré comme l'un des plus grands sportifs du XXIe siècle, est depuis ses débuts le premier arrivé à l'entraînement et le dernier à en repartir, restant parfois plusieurs heures pour travailler certains gestes. Alors certes, les extraterrestres de la planète sport ont toujours eu des facilités plus ou moins importantes comparées à leurs rivaux, facilités qui leur ont permis de s'octroyer quelques petits écarts, mais l'entraînement, la répétition des efforts et les nombreuses heures passées à transpirer et à souffrir expliquent très certainement pourquoi ces champions ont inscrit leur nom dans les annales de leur discipline. Karim, c'est de la frime, je sors en boîte et le lendemain je deviens médaille d'or. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Je pense que là, si on reprend un peu le reportage, le travail est essentiel. C'est-à-dire que ces athlètes-là, ils ont certes des prédispositions, mais derrière, c'est des travailleurs hors du commun. Je prends des exemples basket pur. Vous en avez connu, vous, sans citer de nom, bien évidemment, à part vous, hein, en dehors de vous, dans les équipes de France et autres, qui avaient la facilité, on disait, putain, comment il fait, quoi. Oui, il y en a certains, mais à un moment donné, ça passe plus. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, il y a la marge de progression, après, elle est vraiment restreinte. Alors que ceux qui travaillent, les plus grands champions, je peux en citer, un champion comme Tony Parker, c'était un bourreau de travail. Et la carrière qu'il a fait, déjà, il avait des prédispositions parce qu'il était exceptionnel, en termes de vitesse, en termes de vista du jeu. Mais après, il travaillait. L'été, il ne s'arrêtait pas. C'était vraiment un bourreau de travail. Donc, à un moment donné, pour atteindre ce niveau-là, ces sportifs-là travaillent beaucoup. Il n'y a pas de secret. Sarah, je vous vois acquiescer. C'est vrai, c'est le travail, hein. La détermination, la persévérance, parce que les résultats ne vont pas forcément arriver au début, parce que des fois, on travaille dur et les résultats ne viennent pas. Et surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est abandonner en fait, quand on voit un échec. Il faut continuer, il faut persévérer, il faut être déterminé. Mais le travail sur... et ça, peut-être que après Nicolas, en tant que préparateur spécialiste, pourra nous le dire, mais c'est un travail à l'année. Moi, je suis fan de Teddy Riner, et comme tout le monde, bien évidemment. Et je le vois quand il est hors compétition, quand il n'a pas une échéance à venir comme les Jeux Olympiques. Il prend 25 kilos, voire 30, il se laisse aller, il le dit lui-même et tout. Mais là, il ne travaille pas, on est d'accord. Donc, est-ce que le repos, la pause, fait partie du travail ? C'est très important justement dans l'entraînement d'avoir une phase de repos parce qu'il y a certains sports qui sont très éprouvants. Le judo, il y a des... Bon, Teddy Riner est dans une catégorie où il ne fait pas de régime. Mais maintenant, le circuit mondial en judo, il y a des compétitions chaque week-end, surtout en période de qualification olympique. Donc forcément, les athlètes, dès qu'ils ont un moment de repos, ils se lâchent un peu. Ça fait partie aussi de l'entraînement, de pouvoir se relâcher, de profiter un peu. Parce qu'on ne veut pas être tout le temps focus, c'est pas possible. C'est là qu'on relâcher. Et là, Nicolas, on revient sur l'aspect mental de l'entraînement. Mais alors, je reviendrai là-dessus. Ruki, comment on fait ? C'est parce que depuis tout à l'heure, j'ai envie de vous poser cette question. Parce que là, on a des compétiteurs, on a des gens qui ont travaillé avec un but bien défini, enfin qui ont travaillé avec un objectif. Vous, quel est le plaisir de s'entraîner, mais sans se dire « ouais, je vais gagner quelque chose ». C'est une passion. En fait, le fait d'aimer ce qu'on fait, pour moi en tout cas la danse c'est une passion. Donc forcément, souffrir c'est une passion. C'est pas que c'est un bien pour un mal en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de résultat sans travail. Si tu veux performer et aller au-delà et te différencier aussi des autres, c'est-à-dire d'apporter aussi ta touche personnelle parce que tu n'es pas seul dans le milieu, il y a plusieurs personnes qui sont autour de toi, qui ont aussi du talent. Tu es obligé de t'entraîner, tu es obligé, même si derrière il n'y a pas de compétition, même si derrière il n'y a pas de médaille, c'est avant tout une passion, c'est quelque chose qu'on aime. Donc forcément, souffrir, c'est pas une passion, non, mais t'as pas le choix en fait. C'est-à-dire tu souffres, mais moi j'appelle ça de la bonne souffrance. Je dis toujours c'est de la bonne souffrance. C'est souffrir pour quelque chose. C'est-à-dire que comme il le disait tout à l'heure, on a le résultat après. C'est-à-dire que quand tu vois par exemple sur un pas ou sur quelque chose que tu n'arrivais pas à faire, le fait de t'entraîner et arriver à un moment où tu te dis ok j'ai réussi, mais c'est un plaisir en fait. Et c'est là où tu te dis ok j'ai bossé, j'ai travaillé, j'ai galéré, j'ai souffert, mais voilà le résultat il est là. Alors je vais vous faire une confidence. En préparant cette émission, la première question qui m'est venue à l'esprit et que je voulais poser et que je vais donc poser à Nicolas et Sarah parce qu'ils sont concernés par rapport à leur sport, comment fait-on pour accepter de s'entraîner pendant des mois et des mois, voire des années quand on prépare des JO et
arriver le jour J, sortir au bout de 15 secondes. Ce qui peut être possible en judo, ce qui peut être possible en MMA. Comment on fait? Ça vous est arrivé ça, hein? Mais ça doit être terrible. Alors à vivre, c'est une chose, mais comment on fait pour surmonter ça? Ça doit être une frustration. On pense à ce moment-là tout ce qu'on a sacrifié pour en fait 15 secondes, quoi. Je sais pas qui va répondre. Tu veux répondre, Nico? Non, mais je pense qu'on va partager le même type de réponse. C'est quelque chose qui est extrêmement frustrant, c'est sûr, de se préparer pendant des mois, des années pour un résultat qui est... Et c'est là où je pense qu'il faut être capable, et je dis, c'est loin d'être facile, mais il faut être capable d'avoir le recul nécessaire pour comprendre quelles sont les causes de la défaite ou quelles sont les causes de la victoire. Parce qu'on peut gagner aussi en quelques secondes. Ça, c'est le rôle de l'entraîneur. Parce que celui qui s'est fait sortir, on peut lui raconter ce qu'il veut. À mon avis, il est effondré et il n'a qu'une envie, c'est raccrocher et se barrer, non, Sarah? Si ça vous est arrivé, quel était le ressentiment que vous avez eu? En fait, dans le sport que je fais, au judo, on sait que le combat il peut durer 4 minutes, comme il peut durer 15 secondes. Donc quand on monte sur le tatami, on sait déjà que ça peut arriver. On pense à ça? On le sait déjà. Donc il faut déjà nous se mettre dans les dispositions pour se dire, ok, tu dois être focus directement sur ta prise de garde. Tu dois être concentré sur chaque prise de garde, chaque maté. Les matés, c'est quand l'arbitre stoppe le combat. Il faut vraiment être concentré du début à la fin parce qu'au judo, on a déjà vu des combats qui se terminaient sur un hippon alors qu'on avait un champion olympique. Tout le monde savait que c'était le champion olympique. Pour les gens, c'était pas possible qu'ils perdent. Mais ça peut arriver avec une seconde d'inattention de se faire renverser au début, voire à la dernière seconde du match. Donc quand on monte, on doit déjà être très concentré. Et là, à ce moment-là, le rôle de l'entraîneur, du coach, il est primordial. C'est lui le seul qui peut avoir les mots, qui peut vous dire ce qu'il faut dire, c'est ça? Oui, c'est important parce que dans le combat, nous au judo, on a le droit d'avoir du coaching seulement au niveau des arrêts de combat. Pas comme au MMA où il y a tout le temps... comme à la boxe, voilà, où le coach peut tout le temps parler. Nous, au judo, on n'a pas le droit. Comme au tennis, par exemple. Voilà, au judo, on n'a pas le droit. C'est seulement quand l'arbitre stoppe le combat momentanément que le coach peut donner des infos. Et des fois, avec l'ambiance qu'il y a autour, le bruit, une perte de lucidité, parce qu'on va être honnête, parfois, il y a des gens qui font des régimes. À un moment donné, dans le combat, il y a un peu moins de carburant. On va dire qu'on commence un peu à descendre. Donc, le rôle du coach, c'est vraiment de nous canaliser, de trouver les mots justes. Il faut toujours avoir un coaching positif. Parce qu'il y a des coachs, on les entend, des fois, on se dit, mais non, c'est pas comme ça que ton athlète il va réussir à gagner le combat. Si tu es négatif, en fait, on dit toujours qu'au niveau du coaching, quand on est négatif, on retient que le négatif. Au lieu de dire ne recule pas, par exemple, le coach doit dire avance. Karim, mais je reviens sur ce que est en train de dire Sarah. La critique, ça peut pas être un moteur, Nicolas. On peut pas, pour stimuler quelqu'un, on lui dit allez, t'es mauvais. Enfin non, ça passe pas. Sur le moment, peut-être pas. Après, ça peut être très utile. Souvent, à froid, c'est souvent très bien de débriefer à froid, de voir les erreurs ou ce qui a été positif aussi. Mais c'est vrai que pendant la compétition, il vaut mieux essayer d'être le plus positif possible. Et par contre, il faut aussi savoir qu'on ne parle pas à chaque athlète de la même façon. Certains ont peut-être besoin de ça pour avancer, d'autres ont besoin peut-être d'être un peu plus rassurés. Il fallait l'encourager. Moi, il faut qu'on crie, sinon ça va pas. C'est pas la même chose pour tout le monde. Et c'est là où le rôle de l'entraîneur est important, parce qu'il faut connaître son athlète, il faut instaurer une relation de confiance qui puisse permettre après de parler à son athlète et d'être vrai avec lui. Je pense que les athlètes de haut niveau, ce qu'ils attendent aussi, c'est que leur coach il soit vrai et leur dise des choses. La danse est connue pour être un sport horriblement difficile, horriblement rigoureux, avec, alors on a l'image de les petits rats de l'opéra avec des vieilles danseuses russes à la canne bon, j'imagine que c'est plus comme ça et que c'est un peu du cliché. Mais c'est un sport tellement difficile, on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup d'encouragement à la danse. Alors, moi, personnellement, je vais parler de mon cas. Les filles que j'entraîne, si elles ont une compétition ou une battle, c'est-à-dire elles vont affronter un autre groupe de danse, moi, je ne vais pas forcément aller dans le positif. Parce que si je vais dans le positif, en fait, elles vont prendre ce que j'appelle un excès de confiance. C'est-à-dire que je suis obligée de leur dire, il y a des filles qui dansent mieux que vous, donc il va falloir sortir vraiment de votre zone de confort. Si je les caresse dans le sens du poil, bizarrement, elles se laissent aller en fait. Je suis obligée d'être limite des fois méchante, d'être très dure et très ferme. Mais c'est lié à la danse ou c'est lié aux personnes que vous avez à face? Alors, je pense que c'est un mélange des deux parce qu'il y a certaines filles à qui, bien évidemment, si je suis très froide, très distante et très méchante, elles vont le prendre. Oui, très méchante, oui. On a du mal à l'imaginer comme ça. Ah si, je crie beaucoup, je rigole très peu. Pourquoi? Parce que dans leur tête, quelque part, elles vont se dire, ok, si on fait quelque chose qui est pas bien, Ruki, elle va pas être contente. Donc il faut qu'elle reste concentrée
et qu'elles se disent on n'a pas le droit à l'erreur. Si je suis trop gentille, c'est foutu, quoi. Elles prennent la confiance et c'est une catastrophe. Je suis toujours très dure et très ferme. Les encouragements, c'est après. Nicolas, vous, dans votre activité, sachant qu'il y a un aspect dangereux au plus, et puis que déjà que le mec, potentiellement, il peut subir la douleur concrète. Si en plus on rajoute de la douleur intellectuelle, psychique, c'est compliqué. Comment ça se passe ? Moi, j'aime beaucoup mettre l'athlète face à ses objectifs. C'est-à-dire prendre le temps avec lui de définir vers où il veut aller. Et c'est un vrai temps qu'on prend au début de saison pour savoir exactement ce que tu veux obtenir. Et ensuite, faire un retour au fur et à mesure de la saison en disant « ça, c'était ton objectif. Est-ce que tu es dans la bonne lancée pour ton objectif ? Est-ce que concrètement, tu fais tout ce qu'il faut en termes de poids, en termes d'entraînement, en termes d'intensité ?» Vous le responsabilisez en fait. Exactement, je le mets au cœur du projet. Et je pense que c'est important de lui dire « tu veux obtenir ça, est-ce que tu es en train de faire ce qu'il faut pour obtenir ça ?» Et après un combat, par exemple, de revenir sur le combat à froid, sur une analyse vidéo et dire voilà, à ce moment-là, tu as choisi de faire telle action, est-ce que c'était le bon choix, est-ce que c'était pas le bon choix? Et je trouve que au final, quand on laisse l'athlète lui-même analyser sa performance, son engagement, etc., on a un retour qui est il le dit lui-même. Donc c'est un engagement qu'il a pris vis-à-vis de lui-même. Il ne peut pas se mentir là-dessus. C'est-à-dire que si je montre une action et qu'il a fait la bonne action, il le sait. Si je montre une action et qu'il n'a pas fait la bonne action, il le sait aussi. Et ça, c'est presque du management. On peut le retrouver dans toutes les couches de la société, que ce soit professionnel, à tous les niveaux. Je vous êtes d'accord avec moi. Mais il y a un paradoxe. Avant de terminer la première partie, je voudrais qu'on revienne sur quelque chose dont on a parlé au début, parce qu'il y a quelque chose de paradoxal quand je vous entends tous. Vous le disiez tout à l'heure, Sarah, et Karim le disait aussi, c'est que les équipes, l'entourage des sportifs s'est énormément étoffé. Mais ce que j'entends et ce que je comprends, c'est que la relation directe entre un entraîneur, une personne et son sportif semble primordiale pour en tirer le meilleur. Est-ce que justement, qu'il y ait de plus en plus de monde, ça n'a pas dilué le discours? Est-ce que vous, quand vous étiez au début avec un seul entraîneur et maintenant il y a une difficulté, ça n'a pas marché là, donc c'est sa faute à lui, ou c'est sa faute à lui, ou j'ai pas écouté celui-ci, ou non, c'est pas moi, est-ce que ça dilue pas un petit peu le feeling? C'est le rôle de l'entraîneur aussi de mettre les limites. C'est-à-dire qu'un préparateur physique, on ne va pas aller lui demander de tactiquement aller parler à un athlète. C'est-à-dire que l'entraîneur, là, il a un rôle qui est primordial, c'est qu'il doit vraiment mettre chacun devant sa tâche précise de responsabilité. Et une fois que ça c'est fait, je pense que ça peut vraiment bien tourner. Vous êtes d'accord avec ça ? Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que à la fois avoir un staff nombreux, c'est un gros point positif, mais si le staff n'est pas bien encadré par l'entraîneur principal, ça peut être extrêmement dangereux de se retrouver dans un staff où chacun des membres du staff donne son opinion sur la performance. Vous êtes combien dans votre staff, vous, Rocky ? Je suis toute seule. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est que moi. Non, mais je le savais, c'est pour ça que je vous pose la question. Mais est-ce que vous, justement, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure et votre rapport presque affectif, un petit peu, il y a de l'affect. Oui, si on commence à dépasser certains aspects hors cadre professionnel, est-ce que vous pensez que vos danseuses, elles accepteraient de quelqu'un d'autre qui se comporte comme vous le faites ? Non. Parce qu'on a créé un feeling, elles savent comment je suis, je sais aussi comment elles sont, et elles savent que si je suis comme ça, c'est pas méchant, c'est parce que c'est ma personnalité qui est comme ça. C'est pour les emmener encore plus haut que je suis ferme en fait et directive. Si c'est venant de quelqu'un d'autre, je pense qu'elles le prendraient différemment. Elles le prendraient peut-être mal. Alors, Nicolas, je reviens sur ce que dit Rocky. Est-ce qu'il n'y a pas, parce que ça me fait penser, est-ce que l'entraînement, comme elle le fait un petit peu avec les nouvelles générations, et vous, Karim, vous allez certainement être aussi concerné par ça, est-ce que c'est pas une valeur un petit peu passéiste de l'entraîneur autoritaire qui exige de l'effort, de la rigueur à une certaine, aux jeunes, en leur disant tu dois venir à telle heure, tu dois te comporter de telle manière, tu dois écouter ce que je dis, là où dans plein d'autres environnements éducatifs, à l'école, c'est très compliqué de pouvoir, les jeunes, et c'est les générations qui font ça, je dis pas que c'est mieux avant, c'est juste que c'est comme ça maintenant, est-ce que il est difficile d'appliquer des méthodes d'une certaine époque à maintenant une jeunesse qui veut tout de suite, qui fait 3 entraînements, veut aller. Moi, je vais aller affronter Bellator. Moi, je veux aller aux Jeux Olympiques parce que je sais faire 2 paniers en fermant les yeux. Comment on fait pour gérer ça ?
les mettre devant leurs responsabilités, je pense. Donc on revient sur ce que disait Nicolas tout à l'heure. Oui, tout à fait. Moi, je pense que j'ai des exemples par rapport à ce que nous, on a fait cet été avec les filles. Elles ont été championnes d'Europe. Sur le championnat d'Europe, elles font sur un match un choix défensif. On les laisse faire. On n'est pas forcément d'accord avec leur choix, mais on les laisse faire. On veut les mettre devant. On perd le match, c'est un des seuls matchs qu'on perd de l'été. Et après, pour revenir dessus, là, on a une force de frappe qui est plus importante, puisqu'on peut aller les voir et leur dire voilà. On part sur du concret. On part sur du concret. Pourquoi nous, on voulait faire ça ? Voilà pourquoi. Et après, l'écoute, elle est beaucoup plus attentive. Sarah, vous les avez vus, ces petits jeunes qui vont être meilleurs que tout le monde et qui... ouais, vas-y, enfant, moi, j'ai pas besoin. Il y en a beaucoup qui ont des certitudes. Des ambitions qui ne sont pas à la hauteur de leur entraînement. Comme on dit, l'entraînement, c'est la base de tout. Si tu veux être champion olympique, mais tu t'entraînes une fois par semaine, ça n'arrivera pas. À part si tu es doué. Mais comment on leur fait comprendre ça ? Même si on est doué, comment on leur fait comprendre déjà, si la défaite arrive, on va leur faire comprendre. On va leur dire, voilà, tu as perdu. Tu n'as pas de cardio. Quand il y a les séances de cardio, tu ne te donnes pas à fond. Comment veux-tu avoir du cardio sur un combat ? Je comprends que le cardio, c'est le truc chiant à faire. C'est important dans un sport de combat. Si tu n'as pas de cardio, comment tu vas gagner ton match ? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément très techniques, mais attention à la condition physique. Ils ont la condition physique, ils ont la force physique, ils ont le cardio, ils ont tout. Mais ils n'ont pas forcément la technique. Mais après, dans le match, comme on dit, le money time, c'est le moment où dans le match, les deux organismes commencent un peu à lâcher l'affaire. Celui qui a le mental et qui a déjà l'entraînement, la condition, c'est lui qui va passer. Peu importe. Bon, alors on est obligé de terminer la première partie. On se retrouve tout de suite en seconde, très rapidement, et on va continuer sur ce. On va continuer. À tout de suite. Bonne nouvelle pour tous les passionnés de sport, l'application Stade Afrique est enfin disponible. Où vous voulez, quand vous voulez, l'application Stade Afrique vous permet de suivre tous vos programmes en direct ou en replay. Sans oublier le meilleur des actualités sport Afrique à travers notre fil d'infos, ainsi que toutes les diffusions de vos programmes préférés sur notre grille de programmes. Stade Afrique, c'est aussi la possibilité de contacter directement vos animateurs favoris, tous les jours à toute heure, regarder Stade Afrique en live gratuitement, accéder au replay complet de nos meilleurs programmes, toute l'info sport Afrique gratuite dans l'application Stade Afrique. Stade Afrique, l'application toujours plus proche de ses téléspectateurs. La nouvelle application Stade Afrique, c'est simple, c'est gratuit, alors n'attendez plus, téléchargez-la dès maintenant sur l'Apple Store et Google Play. Stade Afrique, on aime le sport, on aime l'Afrique. Sport Palabre, deuxième partie, toujours accompagné de Karim Souchu, Sarah Loco, Nicolas Haute et Rookie Néné. Je reviens, on va continuer ce qu'on se disait en première partie. Je reviens sur ce que disait Sarah et qui disait que, bon, malheureusement, si on ne travaillait pas, c'était compliqué de devenir un champion. Et pendant la pause, je vais dévoiler les coulisses, elle nous racontait qu'elle, à un moment, ça avait été compliqué, mais vous n'y arriviez pas. Non. C'était plus la tête que le corps, pour le coup. Oui. Et le problème pouvait venir de votre entente ou mésentente avec votre entraîneur, c'est ça ? En fait, moi je fais un sport, le judo en France, moi j'étais dans l'équipe de France, le judo en France, on va dire que dans la même catégorie, il y a parfois 4 ou 5 filles qui ont le même niveau. Donc, et pas le même coach ? On n'a pas le même coach, on a toutes le même niveau, on est au centre national. Forcément, c'est la course olympique, donc les entraîneurs ne vont pas s'attarder sur une personne qui n'y arrive pas, ils vont aller vers la performance, ce que je comprends très bien. Donc j'ai eu une période pendant 6 mois où je faisais que des premiers tours. Je m'entraînais comme il fallait, mon poids il était bien, je faisais attention à mon poids, je ne dépassais pas les 3 kilos. 3 kilos dans un sport de combat, c'est rien du tout. Parce qu'il y en a, on connaît qui perdent des fois 10-15 kilos. Donc je faisais vraiment attention à mon poids. Je m'entraînais, j'étais à l'heure à l'entraînement. Et par contre, ça passait au niveau compétition, au niveau mental, ça passait pas. J'arrivais pas, j'arrivais stressée en compète, j'étais pas bien, j'étais un peu stressée. Et là, c'est quoi ? C'est le coach, il n'a pas les mots pour vous encourager ? Ou quand il vous parle, vous l'écoutez plus ? En fait, c'est pas le coach, en fait. Je pense que j'ai été dans une période où j'avais beaucoup de doutes. D'accord. J'avais l'impression que mon investissement à l'entraînement ne payait pas en compétition. Et au fur et à mesure que j'avais des défaites, je plongeais encore un peu plus. Ça vous consolidait dans l'idée que... Voilà. Mais ce que je comprends pas, pourquoi je parle du coach, c'est que vous m'avez dit que, en fait, quand vous avez changé... Oui. Ça a donné un nouvel élan et que vous avez su casser ce cycle. Oui, j'ai eu un nouveau coach à cette époque, c'était en 2012. J'ai eu un nouveau coach qui s'appelait Christophe Galliano, c'est un médaillé olympique. Il doit toujours s'appeler comme ça d'ailleurs. Oui.
c'est un médaillé olympique, c'est quelqu'un de l'expérience. Il faisait partie aussi de mon ancien club de l'époque. Et donc, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé entre nous. Et les résultats après sont ça, revenus. j'ai réussi à avoir des médailles. J'ai fait mon plus beau championnat d'Europe. J'ai terminé 5e. Forcément, il n'y a pas de médaille, mais j'ai battu la championne olympique au premier combat alors que personne ne m'attendait. Je l'ai battu même très facilement. Donc, je pense qu'il avait quelque chose. Il avait les mots peut-être pour me motiver, pour me donner confiance en moi. En fait, j'avais besoin de regagner ma confiance. Karim, comment on fait, parce que là on parle d'un cas particulier qui est un tête-à-tête entre un entraîneur et une athlète, en l'occurrence Sarah, et quand on a 5-6 jeunes mecs qui sont tous meilleurs selon eux que les autres, comment on fait pour gérer? On dit toujours le groupe va bien, le groupe vit bien, on l'entend à longueur de journée, là je fais allusion un peu au foot. Comment on fait pour gérer tout ça? Surtout quand il y en a un qui se dénote soit parce qu'il est nettement plus fort, tellement plus fort et tout le monde accepte qu'il soit tellement doué, soit parce que bon c'est un peu compliqué et qu'on peut pas lui dire t'as pas le niveau. Le rôle du coach aujourd'hui, c'est pas seulement entraîner, c'est aussi manager. C'est-à-dire que dans un groupe, il faut savoir remettre les joueurs et les athlètes à leur place. Même si quelqu'un est peut-être techniquement plus fort que d'autres, il faut aussi lui faire comprendre qu'il a besoin des autres. Nous, dans un sport collectif, tout seul, on ne peut pas gagner. Donc on peut faire toutes sortes d'exercices pour lui faire comprendre que tout seul, il n'y arrivera pas. Et souvent, ils prennent conscience. Au début, ça peut être compliqué, surtout chez les jeunes. Parce que chez les jeunes, quand on est vraiment au-dessus, ça se voit tout de suite. Mais après, ça s'équilibre un petit peu. Souvent, on a des joueurs qui sont très forts jeunes, et qui après, avec l'âge, deviennent, entre guillemets, normaux. Et qui se fondent un peu dans la masse. Mais nous notre travail, c'est beaucoup de management à ce niveau-là. Nicolas, quand on a du talent, quand on arrive et que vous avez face à vous une danseuse, une jeune fille qui a une souplesse, une élasticité qui fait que tout de suite, dans 2 secondes, vous savez, ouh là, il y a quelque chose, ou vous avez quelqu'un qui a une explosivité, est-ce que c'est plus difficile à gérer, surtout s'il en a conscience, que quelqu'un qui n'a pas de talent, mais qui a une vraie, qui a vraiment envie de travailler? Comment on fait pour gérer des gens doués? Moi, je pense que ça dépend de la personnalité de tout un chacun. En fait, il y a des gens qui ont un ego très développé, contrairement voire trop développé. Il faut aussi savoir les remettre dans leur case, en fait, leur dire que oui, c'est vrai, tu es bien, mais tu n'es pas Dieu. Donc tu es meilleur, mais il faut rester à ta place. C'est-à-dire que moi, quand j'ai quelqu'un comme ça, et j'avais une fille comme ça justement, elle dansait vraiment très très bien et tout le monde était impressionné, limite même un peu jalouse parce que forcément entre les filles il y a beaucoup de jalousie. Mais moi je me suis servi d'elle en fait comme un pilier. C'est-à-dire je leur disais, vous voyez Ashanti, parce qu'elle s'appelle Ashanti, le but c'est d'être comme Ashanti. J'avais de la chance parce que cette fille, elle n'avait pas un ego surdimensionné. Au contraire, elle aimait justement aider les gens. Donc je me suis servi d'elle comme un pilier. C'est-à-dire, c'était en fait la vitrine. Il faut réussir à danser comme Ashanti. Et j'ai essayé en fait de la mélanger aux autres. C'est-à-dire que même si les autres n'avaient pas envie de venir vers elle, donc moi je lui disais à elle, va vers les autres et prends le groupe. Et au fur et à mesure du temps, les filles ont réussi à s'identifier à elle. Et elles l'ont plus vue comme la bête noire, entre guillemets, comme elle l'appelait, mais comme... Un exemple, en fait, tout simplement. Qu'on respecte. On respecte et on a envie, on a envie de danser comme elle, on a envie d'être comme elle. Il y a plus de jalousie ou il y a plus de rivalité en fait. C'est juste un exemple qu'on veut atteindre. Et je pense que c'est important en fait de pas être dans la rivalité, mais de se servir de ces personnes. Ouais, c'est difficile à faire comprendre. C'est difficile, mais justement si elle a un ego trop dimensionné, il faut la redescendre d'un étage, c'est-à-dire ok tu danses bien, mais tranquille. Voilà, c'est-à-dire oui tu danses bien, mais tranquille. Il y en a d'autres aussi qui dansent mieux que toi. Donc c'est bien de danser, mais le comportement aussi c'est important. Il faut rester humble en fait. Il faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Nicolas, on entend ce que dit Rocky, on comprend tout à fait. D'ailleurs, ça, on pourrait l'appliquer dans tout un tas de choses. En plus, vous êtes dans une pratique qui est partie. Je suis plus fort, j'ai peur de personne. Comment on fait pour parce qu'on entend toujours que pour être un grand champion, il faut avoir un ego surdimensionné. Si on n'a pas un ego surdimensionné, on ne pourra pas être un grand champion. Comment on fait pour canaliser ça ? Je pense qu'il y a 2 choses. Je pense que déjà en termes de management, ce qu'elle a proposé, je trouve ça génial. C'est-à-dire que de proposer à celui qui est le plus fort du groupe d'aider peut-être le moins fort du groupe. Encore faut-il qu'il soit à même de pouvoir le faire. Encore. Mais normalement, il a tellement d'ego, il est tellement fort qu'il peut aider les autres. Ah oui. Il fait grâce de son savoir aux autres, d'accord. Je trouve que c'est une super idée de management. Et puis après, je crois en la véracité de l'entraînement et de la compétition.
C'est-à-dire qu'on peut être le plus fort parce qu'on a gagné son combat ce week-end et on a gagné les championnats d'Europe ou les championnats de France, etc. Mais la véracité de l'entraînement, c'est que l'entraînement, il est dur, qu'il y a du monde sur le tatami, que les gens sont motivés et que quoi qu'il arrive, l'entraînement, il va être dur pour nous aussi. Si on se pousse à fond à l'entraînement, il va être dur pour nous aussi. Et puis ensuite, si on est si fort que ça, très prochainement, on va avoir une date de compétition et puis on va pouvoir prouver qu'on est si fort que ça. Donc je crois dans la véracité des deux choses, des deux compartiments, l'entraînement et la compétition. Alors, vous l'aurez compris, entraîneur, c'est pas juste, allez, tu fais 3 tours et je te chronomètre, c'est quand même un peu plus complexe que ça. On va revenir véritablement sur le rôle de l'entraîneur, mais avant ça, je vous propose de regarder un sujet de Yazdine Aoui qui nous fait un petit panel de ce qu'est un entraîneur, en tout cas dans les sports majeurs en ce moment. On regarde. S'ils sont souvent mis en retrait par rapport aux champions qu'ils entraînent, les coachs sportifs jouent un rôle prépondérant dans les performances réalisées par leurs athlètes. Ces hommes et femmes de l'ombre dont la fonction première est de mener leurs athlètes vers les sommets ont en effet bien souvent un impact qui dépasse le cadre purement sportif. De plus en plus apparentés à des éducateurs, les coachs et entraîneurs, et ce aussi bien dans les sports collectifs qu'individuels, doivent de plus en plus surveiller les agissements de leurs champions sur et en dehors des terrains de sport. Parfois considérés comme des deuxièmes parents, les coachs nouent alors une relation filiale avec les sportifs qu'ils encadrent. Une méthode qui s'est avérée payante dans plusieurs cas, notamment avec la nageuse française Laure Manodou, qui, sous les ordres de son mentor Philippe Lucas, est devenue championne olympique de natation à seulement 17 ans. Un rôle de père ou de mère qui colle parfois parfaitement à la situation, puisqu'il arrive aussi que ce soit les propres parents des athlètes qui prennent en charge les entraînements et la carrière sportive de leurs enfants, le tout avec plus ou moins de succès. Ce fut le cas à plusieurs reprises en tennis par exemple, où l'entraîneur des sœurs Williams n'est autre que leur père Richard, qui à l'aide d'une méthode très stricte a fait de ses 2 filles des championnes de la petite balle jaune. Un coaching familial qui peut néanmoins s'avérer néfaste pour les sportifs, comme en témoigne la carrière de la tenniswoman française Aravan Rezaï, dont le père et son statut de coach ultra autoritaire a eu un impact négatif sur ses performances. Véritable soutien mentaux, les entraîneurs doivent aussi savoir gérer la lassitude ressentie par leurs champions, leur indiscipline extrasportive ou encore exploiter un don possédé par un athlète. L'homme le plus rapide de la planète, Usain Bolt, connu pour ses records mais aussi pour sa fainéantise à l'égard des séances d'entraînement et ses escapades nocturnes, admet devoir beaucoup à ses coachs de toujours Glenn Mills et Fitz Coleman, sans qui il n'aurait peut-être pas accompli tout ce qu'il a fait sur les pistes. Les entraîneurs ont donc un rôle clé quant aux résultats des athlètes qu'ils coachent, mais pas uniquement de par les méthodes de travail qu'ils leur imposent contrairement aux idées reçues, à l'heure où l'aspect mental prend une place de plus en plus importante dans la performance des athlètes. Nicolas, quand on voit le sujet d'Yazdine, qui est parfaitement réalisé, merci Yazdine, moi je retiens surtout quelque chose, en plus de toutes les informations, c'est que le coach maintenant, on attend de lui d'être presque un deuxième parent. C'est-à-dire que il doit, en plus de la compétence et de la performance sportive, apprendre les codes de savoir-vivre, de l'éducation. On a l'impression qu'en fait, on délaisse un petit peu, enfin, on donne un peu cette responsabilité au coach en disant « Oui, mais vous, il vous écoute, vous ne pouvez pas, en plus, par rapport à l'école. » Est-ce que vous le sentez, ça? Est-ce que c'est votre profession, votre rôle a évolué, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas? Je pense qu'il faut replacer les choses dans leur contexte. Si on parle de haut niveau, et si on parle de personnes qui vont passer l'essentiel de leur temps avec un entraîneur, effectivement, l'entraîneur, le coach, va prendre le rôle des parents. Je pense à Philippe Lucas notamment. Philippe Lucas, mais même dans d'autres sports, à partir du moment où les jeunes sont dans des centres régionaux, des centres nationaux, qui voient leurs parents que le week-end, ou parfois même pas le week-end, pendant les vacances seulement, on a un coach qui passe beaucoup plus de temps finalement avec les enfants que les parents eux-mêmes. Et en plus, qui partagent des choses qui, d'un point de vue émotionnel, sont beaucoup plus fortes. La victoire, la défaite, l'avancée vers le projet final. Donc dans ce cas-là, effectivement, le coach a un rôle prédominant. Pour une pratique du sport plus loisir, le coach a un rôle, mais qui est beaucoup moins important. Rocky, vous l'avez senti, vous, des fois, d'avoir des jeunes filles ou des jeunes gens dans vos cours qui, vous sentez qu'ils veulent plus de votre part, ils veulent plus que simplement des cours, ils veulent votre approbation, ils veulent votre oreille, Bien sûr, il y a le côté social, il y a le côté humain, bien évidemment, parce qu'on passe du temps ensemble. Elles vont peut-être avoir plus de facilité à se confier à moi qu'à leurs parents, et il va y avoir des fois une cassure avec les parents, par exemple. Et du coup, comme vous disiez tout à l'heure, je vais leur parler d'une certaine manière. Quand c'est leur mère
qui viennent leur parler comme ça passe pas. Et moi, justement, je dis aux parents, non, laissez, moi, je vais gérer, parce que je sais qu'avec moi, ça va passer, mais avec vous, si vous parlez comme ça ne passera pas. En fait, la jeune, elle va se renfermer sur elle-même, tout simplement. Et au fur et à mesure des années, on se rend compte que maintenant, on est dans une société où, souvent, malheureusement, il y a un décalage entre les parents et les jeunes. Il y a un manque de communication, il y a un manque de beaucoup de choses. Et que ce soit le coach ou le professeur, il prend un petit peu le relais par rapport à certaines choses. Et le jeune est plus en confiance parce qu'on est des personnes extérieures à leur vie, en fait. On ne va pas forcément les juger contrairement à leurs parents. C'est-à-dire que nous, on va leur donner un conseil. Moi, je les considère comme mes enfants. Je les appelle, c'est mes filles, en fait, toutes. Donc, je vais les conseiller comme mes filles. Je ne vais pas les juger forcément, mais elles savent qu'elles peuvent venir se confier à moi. D'accord. Karine, c'est pas au coach là que je demande, mais l'ancien basketteur professionnel, vous avez commencé à quel âge le basket, à un niveau où vous saviez que vous n'étiez plus dans le loisir? J'ai commencé très tard, j'ai commencé à 15 ans. Donc, ce qui fait que ça enlève l'adolescence. Ouais, l'adolescence, mais souvent on commence très tôt le sport de haut niveau. Moi, comme Sarah, à quel âge? Non, j'ai commencé à 6 ans, moi, le judo. Est-ce que dit Nicolas et Rocky, ce côté où vous avez fait un peu un transfert auprès d'un coach, ça vous est arrivé, vous l'avez vécu? Je l'ai vécu, oui, quand j'étais plus jeune. Quand je suis arrivée à l'INSEP, vraiment, moi, je venais de mon club, j'ai commencé le judo à Duny. Et donc, j'avais un entraîneur là-bas qui était comme mon papa, en fait. Et donc, quand je suis arrivée à l'INSEP, j'étais un peu perdue parce que il était plus là. Et puis, on est dans une structure de haut niveau et forcément, on ne va pas s'attarder sur les problèmes de chacun. Donc, forcément, j'avais cette recherche-là. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est mis en place. Mais je pense qu'à un certain âge, on n'a plus besoin de ça. C'est la même chose. Moi, j'ai commencé à Nogent-sur-Oise le basket et je suis parti à Dijon un an après avoir commencé le basket. Et j'avais un coach qui était pour moi une figure aussi paternelle, Joël Delavie, qui m'a vraiment donné envie de faire du sport et du basket à très haut niveau. Et c'est vrai qu'il m'a appris beaucoup de choses. Venant, moi, de région parisienne, je découvrais un petit peu tout. Je partais loin de chez moi pour la première fois et à 15 ans, c'est jeune. Et donc, c'est vrai que c'était vraiment une figure paternelle pour moi. On a l'impression que c'est presque nécessaire, qu'il faut ça pour progresser, qu'il faut cette confiance, qu'il faut ce lien fort. Il faut un lien fort, c'est sûr. On parle souvent de relation entraîneur-entraîné. Et on aime même dire que l'entraîneur devient expert de son athlète. Et je pense qu'au final, c'est ça, c'est ce dont on parle depuis le début de cette émission. C'est cette relation particulière qui permet de comprendre son athlète et de l'amener au plus haut niveau. Alors, il peut y avoir une tierce personne qui peut être nocive ou pas, ce sont les parents. Comment on gère les parents qui arrivent et qui vous disent « c'est le meilleur du monde ». Je vous le confie, vous en faites un champion. Comment on fait les parents qui vous expliquent non, il ne faut pas faire comme ça? Parce que je suis sûr que vous l'avez tous vécu, vous l'avez tous vu, que c'est quelque chose. Comment on fait quand. Ouais, mais si elle ne réussit pas, c'est à cause de vous parce que vous êtes mauvaise et vous ne savez pas danser. S'il s'est blessé, c'est parce que vous l'avez mal entraîné. S'il s'est fait sortir au bout de 5 secondes après 6 mois d'entraînement, c'est à cause. Comment on fait? Comment on fait pour gérer ça? Sarah, dans le judo, ma fille a fait du judo et j'ai été parent. En fait, moi j'ai de la chance parce que. Et j'ai fait un scandale une fois. Mes parents, mon père c'était un ancien footballeur professionnel au Congo, mais ils connaissent rien du judo. Mais ils connaissent quand même l'investissement que ça coûte de faire du haut niveau. Mais ce que j'aime bien chez mes parents, c'est qu'ils n'ont jamais jugé mes performances. Quand je gagnais, ils me félicitaient toujours. Non, mais je ne parle pas de vos parents, je parle des parents compliqués. Ils ne sont pas compliqués, les miens. Ils n'ont jamais été compliqués avec les entraîneurs. Ils ont toujours spécial accepté. Dédicace aux parents de Sarah, qu'on embrasse. Jamais. Voilà. Ils n'ont jamais râlé. Je parle dans la compétition, quand vous étiez une athlète et que vous avez vu des jeunes arriver avec les parents qui poussent derrière. Karim, vous l'avez vécu? Ah, j'en ai vu. Vous en avez vu? Qui crient pendant les entraînements, pendant les combats, qui crient sur l'arbitre, qui jettent des bouteilles et tout, j'en ai vu. Hein. Comment on fait pour gérer ça, Karine? Moi, paradoxalement, et ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, je trouve que la meilleure façon de gérer ça, c'est de montrer aux parents qu'on traite chaque enfant, chaque athlète de la même façon. Et nous, dans un sport collectif... Tout à l'heure, vous m'avez dit qu'on ne peut pas parler à tout le monde de la même manière. Non, mais par contre, on peut traiter les gens de la même façon. C'est-à-dire que on identifie en tant que coach qui est un peu au-dessus techniquement, on le sait. On le voit, on sait, on a appris à détecter ça. Mais le fait de traiter tout le monde de la même façon, de sanctionner de la même façon s'il y a des sanctions à faire, d'encourager aussi, les athlètes, ils sont plus réceptifs. Et après, on dit, voilà, le coach est juste. Et quand on est perçu comme quelqu'un de juste, c'est difficile derrière de venir vous dire, mais pourquoi mon fils, il joue pas? Parce qu'il n'a pas fait les efforts qu'on a tous demandé de faire. Si les autres font les efforts et que le fils ne fait pas l'effort, ou la fille,
c'est plus facile pour nous de justifier. Et les parents, là, ils se retrouvent dans une situation où ils se disent « Ah oui, en fait, c'est vrai qu'il a peut-être raison. » Et ça arrive. Il faut démontrer, à chaque fois, il faut démontrer par une preuve. Il faut des preuves. Concret. Il faut du concret. Une fois qu'il y a du concret, factuel et c'est factuel. Les athlètes sont très factuels. On ne peut pas raconter n'importe quoi à un athlète de haut niveau. Si on lui dit « Non, mais c'est rouge » et qu'en fait, c'est noir, vous n'avez aucune crédibilité. Alors que si vous sanctionnez votre meilleur joueur, comme vous avez sanctionné le moins bon, là, tout de suite, c'est différent et tout le monde vous donnera 100%. Donc, un entraîneur, c'est un manager, un psychologue, un parent de substitution. Mais est-ce que c'est aussi un athlète raté ? Alors ça, c'est une très bonne question. Il y a des entraîneurs qui ont été des très très bons athlètes, qui ont été Zidane, voilà, qui était. C'est marrant, on cite toujours que lui. Non, il y en a plein d'autres. Arsène Wenger, il a été joueur de foot aussi. Hein. Oui. Non, il y a énormément d'entraîneurs en athlétisme, notamment. On a des entraîneurs qui ont été champions olympiques, qui ont été des entraîneurs formidables. Et puis on a des super entraîneurs qui n'ont jamais été bons athlètes. C'est juste des compétences différentes. Être entraîneur, c'est être capable d'analyser le jeu, être capable de transmettre, être capable d'être altruiste. C'est penser à l'autre avant de penser à soi, c'est ça être entraîneur. Alors que être compétiteur, parfois c'est penser à soi. Penser à soi avant tout, parce que c'est soi et sa performance et se comprendre soi-même, etc. Donc il y a des entraîneurs qui arrivent à faire, des joueurs, je veux dire, qui arrivent à faire le passage, et il y a des joueurs. Alors est-ce que c'est pas aussi une distinction de sport collectif et sport individuel ? Moi je pense pas. Pourquoi ça ? Vous pensez pas ? Parce qu'en fait les gens ils ont tendance à croire qu'une personne qui n'a pas fait de haut niveau, c'est parce qu'elle a raté sa carrière. Entraîner des gens. Il y a des gens qui disent le champion olympique. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Que oui, mon entraîneur il est champion olympique donc c'est bon. Alors qu'il y a des entraîneurs qui ont été de très bons champions, mais qui ne sont pas de très bons pédagogues. C'est deux choses différentes. C'est exactement ça. Parce qu'on peut être champion olympique, on a été entraîné nous-mêmes par quelqu'un, donc on a suivi justement les entraînements d'une personne, mais après retransmettre. Ce que nous on a appris, c'est pas toujours facile. C'est-à-dire qu'on peut maîtriser la théorie, mais après être en capacité d'appliquer la pratique, c'est pas toujours bon. Vous qui n'avez pas ce problème, puisque vous avez été un grand basketteur en équipe de France et maintenant un grand coach, vous sentez la différence ? Parce que souvent, est-ce qu'il vous arrive de dire, mais moi, à mon époque, nous, quand on jouait, vous le faites le parallèle ou jamais ? Je le fais, mais c'est encore une fois à l'appréciation de l'athlète. Il y a des athlètes qui sont très visuels. Donc avoir un coach qui a été professionnel, ça va leur servir parce qu'on va pouvoir leur montrer comment on faisait, comment ça peut être fait. Il y a des athlètes qui ont besoin plus de, comme tu disais, de pédagogie. Et ils se disent, ben voilà, moi j'ai besoin de quelqu'un qui me parle plus, pas forcément un technicien qui a vécu ces choses-là, mais quelqu'un qui peut m'expliquer, qui peut me mettre dans une zone de confort, qui peut me rassurer. Et là, c'est pas forcément quelqu'un qui a fait du haut niveau. Donc chez les coachs, il y a de tout, mais les athlètes n'ont pas besoin des mêmes choses. Donc à un moment donné, c'est ça aussi qui fait la force du métier de coach, c'est que tout le monde ne vient pas du même niveau. Oui. Nicolas, quel est le plus difficile quand on est un entraîneur et qu'on a un athlète avec lui, c'est de gérer quoi ? La défaite ou la victoire ? Alors, je ne sais pas si l'un est plus difficile que l'autre. Je pense qu'il faut avant tout se poser la bonne question. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il faut comprendre pourquoi on a gagné et il faut comprendre pourquoi on a perdu. Et si on comprend, on peut progresser. Si on ne sait pas pourquoi on a gagné, à un moment on va perdre et on ne saura pas pourquoi on a perdu. Donc je pense qu'il faut avant tout se poser les bonnes questions pour progresser. Non mais quand on s'est posé les bonnes questions, après il y a le sentiment, il y a le ressenti. J'ai perdu, je vaux rien, j'arrête, ça fait 6 mois que je me fais sortir au premier tour. Bon, et ou alors, je débute, ça fait qu'1 an que je fais du basket, je suis déjà en équipe de France. Comment on fait je suis en équipe professionnelle, comment on fait pour gérer ça ? Rookie, quand vous avez une jeune fille qui arrive et qui tout de suite, bah toi, allez hop, tu gagnes un concours et tout, qui prend un peu le boulard ou alors qui s'enfonce, comment on fait pour gérer ? C'est plus difficile de gérer l'excès de confiance ou la déprime, quoi, je pense que l'excès de confiance est plus dur à gérer parce que quand il y a de la défaite, la personne va elle-même au bout d'un moment se remettre en question. C'est-à-dire on va se dire bon, là il y a un petit souci, il y a quelque chose qui marche pas. C'est peut-être, moi comme je dis, c'est peut-être tout simplement pas fait pour toi. Parce qu'après avoir essayé, s'entraîner, il n'y a toujours pas de résultat, il va peut-être falloir se diriger vers autre chose tout simplement. C'est pas méchant, c'est juste que des fois il faut être réaliste. Et la personne elle-même, elle est réaliste, donc elle voit bien qu'elle fait des efforts, elle s'entraîne, elle va au-delà de ses limites et malgré tout, ça marche pas.
Donc, au bout d'un moment, on lâche l'affaire. Contrairement à quelqu'un qui, lui, a un ego surdimensionné, où là, c'est encore plus... Voilà, là, c'est plus difficile. Voilà, là, c'est plus difficile à gérer parce qu'il faut canaliser. Et il y a des personnes qui ne l'entendent pas de cette oreille, qui vont se dire, ok, qui vont arrêter, tout simplement, ou qui vont aller voir ailleurs parce qu'on ne va pas se comprendre, en fait. Il va y avoir un décalage entre... C'est ça, souvent, c'est quand ça gagne, c'est à ce moment-là. Quand ça gagne beaucoup ou quand ça perd beaucoup, c'est là qu'on se sépare. Les deux sont possibles. Après, en général, quand ça gagne beaucoup, il peut y avoir des séparations parce qu'on est appelé par les sirènes d'un meilleur club ou quelque chose comme ça. Dans les deux cas, il peut y avoir. Karim, comment on fait pour gérer ? Moi, je trouve très intéressant le fait de gérer dans la défaite notamment, parce que nous, dans un sport collectif, souvent, on se dit bon, je vais abandonner, ou c'est aussi dans un sport individuel. Et j'aime beaucoup rappeler aux athlètes qu'ils n'ont pas à prouver qu'ils ont le niveau. Ils sont là parce qu'ils ont des qualités. Ils sont là parce qu'ils ont fait des sacrifices. Ils sont là parce qu'on a choisi de les prendre. Il ne faut jamais qu'ils remettent en cause leur valeur. C'est juste des détails. Travailler, des détails, peaufiner des petites choses. Et c'est ça qui va amener la victoire derrière. Mais il faut toujours les rassurer. Les athlètes, il faut toujours les rassurer. S'ils ne sont pas rassurés, ils ne se sentent pas en confiance. Quand on n'est pas bien dans sa tête, c'est très difficile de performer. Sarah, quand on gagne ou quand on perd, c'est la faute de qui ? De l'athlète ou de l'entraîneur ? Moi, je pars du principe que moi, je fais un sport individuel. Sur le tapis, je suis toute seule. Donc, que mon coach donne des mauvaises informations ou des bonnes informations, à la fin, c'est moi qui dois faire mon combat. C'est moi qui dois travailler sur le tapis. Je me suis entraîné dur pour. Donc, les gens qui disent « Ouais, c'est la faute de mon coach », il est resté 10 secondes, il m'a dit de faire ça, j'ai fait ça, j'ai perdu. On arrive aussi à un moment donné, on a de l'expérience, on fait des compétitions internationales. Il y a des choses à faire, à ne pas faire, on le sait. À force de sortir, on commence à prendre de l'expérience. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas remettre la faute sur le coach, sur le terrain ou sur le tapis. On est seul, on sait ce qu'on a à faire. Donc, c'est pas la faute de l'entraîneur. Il ne faut pas mettre la faute sur l'entraîneur. Oui, c'est pas lui qui est... La blessure, ça fait partie de l'entraînement ? Ça fait partie, malheureusement, ça fait partie du... Un athlète qui ne se blesse jamais, ça existe ? Bah oui, non. Ça existe. C'est relativement rare, mais ça existe. Mais de la même façon que la défaite fait partie de la carrière d'un athlète, la blessure fait souvent partie de la carrière d'un athlète, et ça fait partie des bas, et il faut avoir la capacité de remonter ces choses-là. Il faut mettre les choses en perspective, c'est de ça dont on parle depuis le début de l'émission, c'est de comprendre que il n'y a pas de champion du monde qui n'a pas perdu une fois. Il n'y a pas de champion olympique qui n'a pas perdu une fois. On perd et puis on progresse et puis on remet en question ce qu'on a fait et puis c'est comme ça qu'on avance. Mais le sport, c'est être capable de se remettre en question en permanence. C'est ça toute la valeur, toute la difficulté de notre discipline. Rookie, est-ce qu'il existe un entraînement miracle ? Non, je pense que c'est la volonté. C'est la volonté, le dépassement de soi, c'est le mental. Chacun est différent et on ne peut pas venir à l'intérieur du cœur de la personne, en fait, pour savoir ce qu'elle a vraiment. Et en fonction de l'intensité de ce qu'elle a dans son cœur, pour l'amour, de ce qu'elle fait, là, l'entraînement, il va être différent. Bon, alors pour Rookie, c'est le cœur et la passion. Non, mais c'est ça, 100%. C'est se connaître et puis travailler avec ses points forts et ses points faibles et essayer de faire du mieux qu'on peut. Karim, un entraînement miracle, ça existe ? Moi, je dis souvent à mes joueurs de prendre du plaisir. Alors certes, c'est difficile de temps en temps, mais de faire avec cette volonté de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, parce qu'on fait quand même un beau métier. Et, au final, ça peut sourire. Sarah ? Moi, je dirais travail, persévérance, détermination et à fun. Comme il dit, il faut se faire plaisir, il faut aimer ce qu'on fait. Si on vient à une compétition et qu'on n'a pas envie, ça ne sert à rien, il faut rester à la maison. Eh bien, nous terminons sur cette belle parole de Sarah Loco. Have fun. Que du plaisir. Continuez à nous regarder avec plaisir. Je vous remercie une fois de plus, messieurs, dames, d'avoir participé à l'émission. C'était encore un grand plaisir pour moi de vous recevoir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, sur Stade Afrique, on aime le sport et on aime l'Afrique. À bientôt. Ciao.